Ok la famille. Hey, bienvenue à une nouvelle vidéo la famille. Bienvenue à une nouvelle vidéo chez le Vrai Millionnaire Academy. La famille, aujourd'hui je vais vous parler de mon histoire la famille. Je vais vous raconter mon histoire entière, d'accord? Soyez attentifs parce que c'est quelque chose de brutal et c'est vrai que des choses que j'ai le plus appris des personnes, ça a été de leur histoire. Donc peut-être que vous pouvez en sortir des très bonnes choses vis-à-vis de votre vie ou de votre façon de voir la vie ou de votre façon d'affronter un problème que vous avez actuellement. Aujourd'hui, ça va être une vidéo, je sais pas si ça va être plus tranquille ou pas, peut-être que je m'excite après, que je commence à mettre des coups de boule. En plus, je suis dans un lieu où il y a eu la guerre civile, tu vois. Donc si je trouve une mitrailleuse, peut-être qu'on va commencer à tuer des cerfs, frère. Non, je rigole. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, ok? Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue à la famille, ok? Sachez que ici c'est une communauté pour grandir dans tous les sens, pour grandir tous les piliers de la vie, pour grandir et créer une famille, un mouvement, créer des personnes de qualité, créer des vies brutales, d'accord? Réellement, c'est ça le but de cette académie, c'est ça le but de cette chaîne, c'est ça le but de ce mouvement, c'est de créer des vies, des personnes brutales qui sont proches de Dieu, créer des vrais millionnaires, ok? La famille, je vais vous raconter mon histoire, d'accord? Et sans faire plus de tours, télétransportez-vous la famille, télétransportez-vous, toi qui es en train de me regarder, télétransporte-toi en Espagne, d'accord? Ici on est en Espagne actuellement, mais télétransporte-toi en Espagne, d'accord? Un petit village dans le sud de l'Espagne, et dans le sud-est de l'Espagne, un petit village, une petite famille, tranquille, normale, d'accord? Moi je me suis élevé dans une famille, papa, maman, j'ai 2 sœurs et un frère, d'accord? Et hey, comme toutes les familles, non? Des problèmes, des ci, des ça. Mais ça, en général, ça a toujours été une famille normale. Jusqu'à que mon père, il a commencé un petit peu à partir un petit peu en couille et il a commencé à boire. Ça a dégénéré en violence à la maison. On a eu 2-3 fois des problèmes avec la violence à la maison, qu'on a fini au commissariat avec ma mère, avec tout ça. Et ça déjà, enfin réellement non, réellement, c'est pas qu'on a eu quelques problèmes, c'est que réellement la maison, c'était beaucoup de violence. Non, c'était réellement, ouais, non, réellement c'était beaucoup de violence. Et ça déjà, ça avait engendré des problèmes ici. Ça déjà, ça avait engendré des problèmes. Toute cette histoire de violence, d'alcoolisme, tout ça, ça a ramené à la séparation de mes parents. Ça a ramené à qu'ils se séparent, que la famille elle se détruise. Il y avait, tu sais, les ordres là qu'on peut pas se rapprocher à moins de je sais pas combien de mètres de la maison. Je me souviens, on était petits, mais petits, hein, en mode, je sais pas, j'avais 6 ans, 7 ans peut-être, et, je me souviens parfaitement que mon père il devait nous laisser dans une rue à je sais pas combien mais je crois que c'était 1 kilomètre et quelques de la maison qu'on habitait. Et nous, le soir, la nuit, en mode la nuit, tu vois, on prenait tous nos trucs d'avoir passé le week-end avec lui, qu'on pouvait le voir qu'un week-end en 2 semaines. Toutes les 2 semaines, on voyait un week-end. Et en mode, on prenait toutes les valises, tous les trucs, tu sais, et on marchait, frère, jusqu'au bout de la rue. Je me souviens, dans notre maison de campagne, je raconterai ça plus tard, mais en gros, nous, on a une maison de campagne aussi. Et dans notre maison de campagne, on a un puits d'eau naturel. Et c'est de l'eau potable pour boire, d'accord? Et que la maison est hyper ancienne, mais elle a été remodelée, tout ça, et du coup on a le puits encore d'eau. Et nous on boit de l'eau de là-bas. Et quand on vivait en Espagne, ici en Espagne, c'est pas comme en France dans certaines parties qu'on peut prendre l'eau du robinet. Et ici en Espagne, tu bois de l'eau de la bouteille, tu vois. Et enfin, ça dépend de la zone d'Espagne, c'est pareil que ça dépend de la zone de France, etc. Mais nous, en tout cas, ici, on buvait l'eau de la bouteille. Du coup, on prenait, on chargeait les bouteilles d'eau. Et on marchait, je sais pas combien de temps, avec les bouteilles d'eau chargées et tout, le kilomètre et quelques jusqu'à la maison. Et ça, c'est les souvenirs que je suis en train de débloquer là. Je vais pas vous faire non plus très longue mon enfance, parce que ce qui devient intéressant, c'est à partir du moment où je déménage en France, d'accord? Ensuite, mes parents, ils se remettent ensemble, d'accord? Et erreur, mais bon, ça a été comme ça. Et les premiers mois bien, après ça repart en couille. Et en plus, ils s'étaient remariés. Après, ça repart en couille, ce qui est logique, vu qu'ils avaient aucun des deux guéri, rien du tout de leur côté. C'était juste tellement égoïste. Mais
Je vais vous faire une vidéo en parlant des relations. Mais c'est à ce moment-là que ma mère, elle décide de partir en France. Ma mère, elle est française, elle est née en France, etc. Et c'est à ce moment-là qu'elle décide de retourner en France. Et, et moi, j'étais petit. Moi, j'avais 12 ans. Moi, j'avais 12 ans quand elle a pris cette décision. Donc, tu peux imaginer, à 12 ans, c'est le début de l'adolescence. Moi, j'étais très indépendant, mais littéralement hyper ultra méga indépendant. En mode, j'étais tout le temps dehors avec mes potes, on faisait n'importe quoi, on rentrait tard le soir. Moi, depuis mes 3 ans, je fais de la moto. Donc ça, c'est quelque chose aussi que c'était quelque chose. Si tu m'enlevais la moto, tu m'enlevais la vie, littéralement. Et quand ma mère elle a décidé de partir, je suis parti tout seul avec elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'avec 12 ans, je me suis retrouvé sans la chose qui me faisait littéralement être heureux, que c'était les motos, que c'était rouler vite avec la moto, aller. Frère, moi je faisais de la moto depuis les 3 ans, la famille, vous comprenez? Mon seul tatouage, c'est une moto. 2 roues mène mon âme. Littéralement. Donc, vous pouvez vous imaginer à quel point c'était important pour moi, un pilier important. Mais pas seulement ça, c'est qu'ils m'ont enlevé toute ma famille. D'accord? Je mets les motos en premier parce que sincèrement, à l'époque, pour moi, c'était plus grave les motos que la famille. Je vais pas vous mentir. Mais on m'a enlevé toute la famille. Je voyais pas mon père, je voyais pas mon frère, que mon frère réellement. Non, il y avait plus important mon frère. Et ma soeur. Je voyais pas mon frère et ma soeur que réellement, je les aimais, mais absolument du fond de mon cœur. Et je les aime encore. Et je m'étais fait enlever de tous mes potes, de tout. Bref, vous comprenez, ça y est, on est venu en France. Donc je me suis fait enlever de absolument tout. Et aussi, en Espagne, on n'était pas riches. Non. Mais on avait un appartement avec chacun une chambre, un grand appartement. On avait une maison de campagne, on avait une autre maison dans un autre endroit. Et on vivait pas mal. On avait les voitures, les motos, on avait tout ce qu'il fallait, de l'argent, tout ce qu'il fallait. D'accord? Moi, j'étais tous les week-ends dehors en train de faire le tabac avec les pétards. Oh là là, les histoires avec les pétards, j'en ai une chier. Mais on avait de l'argent pour tout ce qu'il fallait, tu vois. Et d'un coup, on est passé à dormir par terre. D'accord? Quand on est arrivé en France, c'était une misère. Parce que mon père et ma mère, ils n'étaient plus ensemble. Mon père, il assumait pas. Et ma mère, elle n'avait pas de travail, elle n'avait rien du tout. Et on était venu avec ma grand-mère. D'accord? Donc, on a passé au début 2 mois dans un auberge. Tu sais, les auberges, les trucs là, là où il y a les travailleurs qui dorment pendant la semaine. Tu sais que des fois, il y a des travailleurs, ils dorment pendant la semaine, où les camionneurs, ils s'arrêtent et tout ça. Les hôtels, là, tout niqué, tout. Bah, frère, bah, c'est ça. Donc, on a dormi 2 mois là. Et on a été 2 mois dans une chambre de. La famille. Si elle faisait 10 mètres carrés, la chambre, c'était un exploit. Mais vraiment, c'était un exploit. Je me souviendrai toujours de la douche en plastique, frère. La douche en plastique, ça me foutait la chiasse. Et aussi, je me souviendrai toujours de me réveiller. Et quand je me réveillais, le plafond, il était tellement proche du lit d'en haut que je me tapais la tête toujours quand je me réveillais. Parce que je me réveillais en sursaut. Et waouh, frère. Donc, on a dormi 2 mois dans un auberge, d'accord? Et les 3 dans la chambre de 10 mètres carrés, avec toutes les valises, avec tout. Et c'est là que j'ai commencé l'école, ici en France. Ils m'ont mis. Je suis arrivé en moitié de. Si je ne me trompe pas, en moitié de 5e, si je dis pas de conneries. Je suis arrivé en moitié de 5e. Et ils m'ont mis dans une classe. Bien sûr, j'étais l'espagnol. Et que moi j'ai toujours été beau gosse, tu vois, moi j'ai toujours été beau. Et j'étais l'espagnol, que j'étais beau. Que toutes les meufs elles s'intéressaient à moi du coup. Parce que putain, il y a le nouveau, il y a l'espagnol, machin, il est arrivé en moitié d'année, machin. Et le calcul, ils sont pas compliqués, la famille. Harcèlement à fond, frère. En mode harcèlement à fond, frère. Les gens, ils étaient jaloux et ils faisaient quoi? Ils m'harcelaient, d'accord? Mais moi, je me laissais pas faire. Et du coup, j'avais que des bagarres. Littéralement, j'avais que des bagarres quand je suis arrivé en France. Je me souviens parfaitement de moi être en 5e et m'être battu avec un 3e, mais genre battu. Et le directeur, il comprenait pas pourquoi je me battais autant, il comprenait pas. Et il ne me comprenait pas du tout, il se mettait pas du tout à ma place. Même les profs, ils me harcelaient, frère.
un jour, une prof, parce qu'il m'avait changé mon prénom aussi. Ça, c'est encore une histoire. Et moi, je m'appelle Alejandro, putain, depuis toujours, tu vois. Moi, c'est toujours été Alejandro, Alejandro, Alejandro. Et d'un coup, ils m'ont changé mon prénom, ils m'ont dit Alexandre. Et, et moi, je me reconnaissais pas par Alexandre. Et la prof, elle m'appelait Alexandre, Alexandre, Alexandre. Et moi, réellement, je savais qu'elle m'appelait à moi. Mais moi, je répondais pas, parce que moi, c'était pas Alexandre. Moi, c'était Alejandro. La famille, j'étais détruit, d'accord. Et, et à un moment donné, elle a dit, mais c'est pas toi, machin. Tu sais, ça, c'est les premiers cours hein, que j'étais en France. Et moi, j'ai fait, si. Et elle fait, et pourquoi tu réponds pas, machin? Et je dis, moi, je parlais pas très bien français. Moi, n'est pas Alexandre, moi, c'est Alejandro. Oh, viré de classe. Littéralement, viré de classe. Je sais pas combien d'heures de punition, de colle et tout. Et moi, en mode, frère. Personne ne me comprenait, la famille. Personne n'était avec moi. Donc, de l'auberge, on est passé à... Et tout ça en train de manger, d'accord. Et tout ça en train de manger des... Je me souviens toujours en train de manger des bols de nouilles. Frère, tous mes repas, c'était des bols de nouilles, d'accord. Une seule fois, on a essayé de faire du poulet à l'hôtel. Il y a l'alarme incendie qui a sauté. Oh là là, c'était une dinguerie, ça encore. Mais bref, tout ça en train de manger que des nouilles au micro-ondes qu'on les faisait. On avait mis un micro-ondes dans la chambre d'hôtel et on faisait des nouilles. Et après, on est passé à une chambre. Non, à un studio. À un studio. Mais le truc, il n'était pas plus grand que l'hôtel. Hein. Mais il était vraiment pas plus grand. Juste la douche, elle était plus en plastique. Et puis heureusement, parce que le pied de douche, c'était mon coussin. D'accord. On était encore les trois dans un studio. Mais quand je vous dis... Bah, sincèrement, le studio... En mode, regarde. Le studio, je vais vous mettre ça pour que vous compreniez. Là, tu prends là, bah, je pense que c'était ça. Et là, je me souviens, ça c'était la pièce, d'accord. Ça c'était là où il y avait, là en gros il y avait la télé, là il y avait le canapé lit, et là il y avait un petit, pareil que ça, littéralement pareil que ça. En mode, là ça s'arrêtait, et là c'était là où il y avait une toute petite cuisine. Et ensuite, là, il y avait une porte, d'accord, pour que vous l'imaginez. Il y avait une porte, d'accord. Et il y avait la salle de bain, une toute petite salle de bain. Et à droite, il y avait la douche. Et moi, je dormais, d'accord. Moi, je dormais en traversant par la porte. J'avais les pieds en dessous du lit. Ma grand-mère, elle dormait dans le lit. J'avais les pieds en dessous du lit. Et mon coussin, d'accord. Moi, je me souviens, j'enroulais une couette sur le pied de douche. Et je mettais ma tête sur le pied de douche. Et j'avais pas de matelas. Mon matelas, c'était une couette. C'était une couette pliée en plusieurs parties. Et du coup, c'était ça mon matelas. D'accord. Et ensuite, je dormais sur le pied de douche. Pour que la famille, pour que vous vous imaginez la dinguerie, d'accord. Que je sais très bien. Attendez, la fourmi, je veux pas la casser. Que je sais très bien ce que c'est vivre dans la misère, la famille. Je sais très bien ce que c'est te demander si tu vas manger. Je sais très bien ce que c'est manger tous les jours la même chose, d'accord. Je sais très bien ce que c'est dormir par terre, d'accord. J'ai dormi par terre 2 mois. 2 mois, j'ai dormi par terre, d'accord. Et ma mère, pareil. Ma mère, elle dormait... Non, ma mère, elle avait un tout petit lit. Ma mère, elle avait un petit lit... Les lits de ressort, là. Les lits de ressort, là, tu sais. En mode... C'est comme un... Les lits qui se plient, mais qu'en gros, c'est un... C'est comme un... Je sais pas, c'est que des ressorts, tu vois. Et au-dessus, t'as un tout petit matelas tout fin comme ça. Oh, t'as le truc. Oh, tu te couches dessus, frère. Laisse tomber comment tu te plantais les ressorts. Et puis heureusement que je faisais 50 kilos, moi, que j'étais un cure-dent. Oh, heureusement, parce que je me souviens comment je me plantais les ressorts. À jour d'aujourd'hui, je dors dans un truc comme ça. Laisse tomber. Laisse tomber. Donc ça, en ce temps-là, j'avais pas d'amis, j'avais rien du tout. Et l'école, c'était compliqué, très compliqué. Et les notes, c'était pas mon truc. La famille. C'était un bordel. Mais après, les choses, elles ont commencé à évoluer. Ma mère, elle a trouvé un boulot. On a déménagé. On a déménagé dans un autre studio, mais déjà qu'il y avait un jardin et tout ça. Moi, j'avais trouvé... Je sais pas ce que j'avais fait. Ah, j'avais vendu tous mes nerfs que j'avais. J'avais une collection de nerfs brutale et j'avais vendu tous mes nerfs pour m'acheter un vélo.
Et du coup, quand j'avais mon vélo, bah, je pouvais me promener à gauche, à droite, machin. J'avais acheté un bon vélo. Et il m'avait coûté 300 et quelques euros, mais c'était un vélo brutal. Mais vraiment brutal, 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 je me souviens. Et je l'aimais trop. J'avais vendu tous mes nerfs dans un marché. Je me souviens, j'avais tout bien mis et tout. Oh, les gamins, ils venaient au stand et ils collaient avec le stand, je me souviens. Il y avait tous les gamins dans le stand, ils voulaient tout acheter. Et après, après le studio, là, je me souviens, Dieu, il m'a mis des personnes incroyables. C'était les voisins. Et les voisins, ils étaient tellement sympas, la famille. Tellement sympas avec moi. Je me souviendrai toujours. Antoine, Marie-Charlotte, Alexandra. Et il y en avait un, il s'appelait Nicolas. Que lui, en vrai, on a moins eu de contact. Mais je me souviendrai, s'ils voient cette vidéo, ça va leur faire plaisir. Parce que vraiment, la famille, ça, c'était des anges du ciel qui sont venus pour moi à cette époque-là. Tu vois, moi, je me sentais seul, perdu. Je me sentais que je casais avec personne, que j'arrivais pas à me faire des amis, machin. Et eux, ça a été mes amis. Mais vraiment. Ils me sortaient de partout, ils me ramenaient faire des aventures. Et, ils me prenaient, ils me ramenaient à gauche, à droite. Pour mon anniversaire, ils me faisaient des cadeaux brutals. En mode, ils m'avaient offert un rafting brutal pour mon anniversaire, je me souviens. On avait sauté, la famille. Que des choses incroyables, vraiment. Ça a été pour, dans ces jours-là que moi, j'étais en full dépression, que sincèrement, je voyais pas le sens à vivre. J'étais vraiment dans une crise existentielle. Ça a été vraiment une lumière dans l'obscurité, mais vraiment, mais vraiment. Et ensuite, on a changé de maison encore, d'accord? On a changé de maison encore. Et c'est là que mon frère, il était en Espagne et il avait décidé de venir en France, d'accord? Et on avait pris un appartement. Donc, quand on a pris l'appartement, pour vous rendre compte, quand on a pris l'appartement, moi j'avais peut-être 13 ans et demi, d'accord? J'avais peut-être 13 ans et demi. Et, et l'appartement, c'est tout moi qui l'ai remodelé, littéralement. Quand on a pris l'appartement, il était dégueulasse, il était tout pourrave, et c'est moi qui ai tout peint, toutes les chambres. C'est moi qui ai fait toute l'électricité de la maison, mis toutes les lampes, etc. C'est moi qui ai monté tous les meubles, qui ai fait toutes les installations électriques, tout. C'est moi qui ai tout fait. Que j'ai monté le canapé, que le canapé était venu en pièces. Oh la famille. Oh, quand j'ai vu le bordel de canapé, j'ai fait oh la dinguerie, frère. J'ai monté le canapé, j'ai monté tous les meubles, j'ai tous les trous dans le mur, toutes les lampes, j'avais tout mis. Pourquoi vous comprenez la famille? C'est parce que les gens, ils sont inutiles. Littéralement, les gens, ils sont inutiles. Ils pensent qu'ils valent moins de ce qu'ils sont, d'accord? Si moi, avec 13 ans, j'ai pu monter une maison complète, qu'est-ce que tu peux pas faire toi avec 20 piges? Inutile, que tu es encore chez tes parents et que tu fais rien avec ta vie. Que la seule chose que tu as fait, c'est faire un prêt pour acheter une voiture de merde que tu peux même pas assumer, frère. Enfin, au bout d'un moment, il faut se mettre les piles. Si tu veux des grandes choses dans la vie, il faut faire des grandes choses, il faut faire des grands pas, d'accord? Je vais continuer avec ça juste après. Oh putain, je suis en train de m'allumer. Frère, donc juste après ça, d'accord, mon frère, il est venu en France. Mon frère, il est venu en France et qu'est-ce qui s'est passé? Que c'était brutal. Parce qu'on s'est retrouvés après des années, après tellement d'histoires, d'accord? Mon frère, il était dans la merde aussi là-bas en Espagne. Et du coup, on s'est retrouvés, on a commencé comment à reconstruire cette relation, non? On en faisait plein de choses ensemble. Mon frère, il a commencé les boulots, machin. C'était une époque vraiment une époque brutale. Mon frère, il m'avait fait un prêt. Il m'a fait un prêt pour acheter une moto. Je me souviens, on avait négocié la moto à 350 euros, d'accord? J'ai acheté la moto je l'ai déjà acheté, préparé la moto. Le moteur préparé et tout. On l'avait négocié à 350 euros. Et waouh, frère, ma derby. Et vous vous rendez pas compte comment j'étais heureux. Je vous jure, vous vous rendez pas compte comment cette moto, quand je l'ai eu, la famille. Tu sais, vraiment, j'ai tous les frissons, frère. J'ai envie de pleurer tellement. Cette moto, c'était tellement d'années sans moto, tellement d'années sans mon jouet en France, tellement d'années sans que le fait d'avoir ma moto là-bas en bas, dans mon garage, c'était wow, frère, j'ai une moto. Même s'il était pourrave. Parce que quand on l'a acheté, il était. Oh, la famille. Ah, c'était quelque chose, c'était une épave. Mais waouh, frère, waouh. Et du coup, je l'ai remboursé, mon frère, bien sûr, en travaillant.
je me souviens, je m'étais mis à travailler dans le chantier. J'avais travaillé dans le chantier, j'avais remboursé mon frère. Et ensuite de ça, après avoir eu la moto, j'ai rechangé d'école, d'accord? Encore au collège, hein. J'ai rechangé de collège pour dernière année et je suis allé à un collège qui était pile en face de chez moi, où j'habitais. Et là, j'ai commencé à me faire un petit peu des potes. J'ai commencé à... Ouais, putain, je me suis trouvé avec un... Je me souviendrai toujours. Le premier avec qui j'ai parlé, ça a été un Portugais, Lenny. Je sais pas s'il va voir cette vidéo ou pas. Que c'est devenu mon meilleur ami, d'accord? Que je l'aime du fond du cœur. Et lui, c'est celui... En gros, c'est comme s'il m'avait pris... C'est comme s'il m'avait pris sous son aile. Cash, il a été grave gentil avec moi et ce que personne n'avait fait jusqu'au moment, bah Cash, il avait été grave gentil avec moi et en mode... on s'était grave bien entendu, on était devenus hyper potes, hyper rapidement, d'accord? Avant ça, j'avais un ami, mais un ami qui était complètement détruit mentalement aussi, et bon, c'était quelque chose, lui et moi. C'était quelque chose. Et, mais j'ai commencé à, du coup, devenir un petit peu non, celui avec la moto, avec ci, avec ça, j'étais le premier qui avait la moto, j'ai commencé à devenir un petit peu, nous, la famille, moi j'ai toujours été très, toujours les pecs en haut, non? Très, je suis le meilleur, je suis ci, je suis ça. Et du coup, quand j'ai commencé à me faire des potes, etc., bah, on a commencé avec les chichas, on a commencé avec, moi j'ai commencé la chicha à 13 ans, on a commencé avec, j'ai commencé à traîner avec mes potes et tout ça, et du coup j'ai laissé mon frère de côté. J'ai laissé mon frère de côté, et mon frère il était en France, pareil, mais lui il avait vraiment zéro pote, vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a pété un câble, il a dit je me casse à Paris, du jour au lendemain. Et du coup, il est parti à Paris. Et non, moi, en vrai, ça m'a fait du mal, mais j'étais avec mes potes et tout ça, donc en vrai, voilà, ok. Et ça m'a fait du mal, mais sans plus. Donc, je commence à partir un petit peu en couille. On commence la fête, on commence ci, on commence ça. Enfin, en vrai, c'est même pas parti en couille, c'est juste des choses qu'il faut expérimenter, d'accord? C'est les joints, l'alcool, tout ça, les choses, les premières fois que tu te bourres fort et tout ça. Mais c'est sporadique, c'est de temps en temps, donc ça va. Jusqu'à que mon frère il revient en France, pardon, jusqu'à que mon frère il revient en France. Et moi, par contre, il y a une chose que je faisais très mal, que c'était une chose que... Moi, la famille, sincèrement, je ne suis pas mort d'un accident de moto, c'est que le Seigneur, il m'a beaucoup sauvé. Il m'en a sauvé de beaucoup, et je peux vous l'assurer. Et c'est que moi, j'étais un tabané avec la moto, la famille. Mais quand je vous dis un tabané, c'est que, frère, je voyais les dangers de mort nulle part. En mode, je m'en foutais. À jour d'aujourd'hui, j'ai plus de notions, tu vois, mais j'ai pas peur. Tu vois, j'ai pas peur à la mort, en fait. Et ça, c'est quelque chose que je roulais sur la route comme si j'étais en train de rouler sur un circuit de MotoGP. Littéralement. Mais littéralement. J'ai fait des gros accidents moi, en moto avec la 50, fini à l'hôpital, failli mourir et tout. Mais mon frère, un jour, il m'a chopé, il m'a vu rouler. Et littéralement, la famille, il m'a mis la branlée du siècle. Mais quand je vous dis la branlée du siècle, c'est que c'était quelque chose, frère. C'était quelque chose. Et bah, j'ai été puni de moto, je sais pas combien de mois et tout. Parce que aussi, après, ils ont vu une vidéo où je faisais un saut. Mais j'étais bien à 100 et quelques kilomètres heure, sans casque. Et j'ai fait un saut, je sais pas. Je sais pas la famille. Mais un saut énorme, d'accord? Mais quand je vous dis énorme, c'est en mode sauter, je sais pas, peut-être 3 ou 4 mètres de haut, tu vois. En gros, je venais d'un parking et j'ai sauté à un autre parking. Et, j'étais peut-être à 100 et quelques kilomètres heure, tu vois, parce que sinon ça passait pas. Donc j'ai sauté d'un parking à un autre parking et sans casque, sans rien du tout. Quand ils ont vu la vidéo, oh mon Dieu, oh, ils m'ont détruit. Donc moi c'était ça mon plus gros problème, c'était la moto, tu vois. Moi j'ai jamais été trop drogue, j'ai jamais été trop ci, trop ça, mais c'était la moto, l'adrénaline, c'était ça mon plus gros problème. Du coup, ça, on a eu beaucoup de problèmes par rapport à ça, beaucoup de problèmes par rapport à la police, beaucoup de problèmes par rapport à tout ça. Et, et, et c'est là que je commence à réaliser les désirs de mon cœur. Que c'était avoir une moto de compétition, que c'était rester avec mon frère tout seul à la maison. Donc on commence réellement à réaliser nos rêves, d'accord? Là, c'était à 15-16 ans. Moi, j'habitais tout seul dans un appartement avec mon frère, d'accord? Et en France, on avait les motos de nos rêves dans le garage. On en avait pour 30 000 € de moto dans le garage. On avait tout ce qu'on rêvait, d'accord?
Et c'est quand j'ai réellement commencé à me sentir tellement vide. Mais tellement vide, la famille. Parce que, parce que le problème, c'était que je pensais que c'était ça qui allait me donner la joie, d'accord? Je pensais que c'était ça qui allait me donner la joie. Avoir de l'argent dans le compte en banque, à 16 ans, moi, j'étudiais, j'étais en études, en alternance, et j'avais un boulot. Les soirs, je partais au McDo et je travaillais. Les soirs après les études et les dimanches. Donc, j'avais déjà de l'argent. Je commençais à gagner de l'argent, etc. Et, et c'est l'époque où j'ai commencé à me perdre. C'est l'époque où j'ai réellement commencé à me perdre. Et j'ai commencé avec le tabac fort. Le tabac, j'ai commencé avec 15 ans. Ouais, le tabac, j'ai commencé avec 15 ans, mais j'ai vraiment commencé à fumer tout le temps avec 16 ans. Avec 16 ans, je commençais à fumer tout le temps. Et j'ai commencé à traîner avec des gens qu'il fallait pas que je traîne. J'ai commencé à... Jusqu'à que j'ai fait la connerie que ça a été voler la meuf d'un pote. Littéralement, j'ai volé la meuf d'un pote et... Frère. Et je me suis mis en couple avec elle. Donc, il n'y avait que des problèmes avec ce pote-là, d'accord? Et cette fille, ça a été le plus grand apprentissage de ma vie, d'accord? Mais l'époque la plus sombre de ma vie aussi. Relation toxique, la famille. Mais quand je vous dis toxique, c'est toxique non l'étape d'après, d'accord? Ça me sortait de toutes mes cases. Moi, j'étais hyper violent à l'époque. Donc, c'est la famille. Je ne peux pas vous expliquer, d'accord? C'est quelque chose que c'est inexplicable. C'est quelque chose que c'est... J'avais le besoin de fumer H28. Je dormais pas, je mangeais comme une merde, je faisais que boire. Je faisais que... Frère, j'avais perdu tous mes potes. Je m'étais éloigné de ma famille. Parce que... Mais moi, j'étais complètement aveuglé. Je m'étais éloigné de ma famille. Je pensais qu'ils me voulaient du mal, tu sais. Je pensais qu'ils me voulaient du mal, qu'ils voulaient que je m'éloigne d'elle, que c'était elle le chemin, que si, que ça, je me rendais pas compte. Tu sais, vraiment, c'est comme être dans la bouche du loup et frère, et penser que tu es dans... Et penser que tu es en train de dormir dans un lit tu sais, dans une chambre d'hôtel 5 étoiles. Et frérot, en fait, t'es dans un matelas rempli d'aiguilles dans une... euh, va savoir où avec les clochards, tu vois. Littéralement. Tu vois pas, t'as vu, en fait, t'es aveuglé, littéralement. Et j'étais dans cette relation toxique, d'accord, qui m'a ramené au plus bas de ma vie. Et ça avait fait que j'avais complètement abandonné mon frère, mais complètement abandonné mon frère. Et mon frère, il a dit, OK, bon, moi, j'ai plus rien à faire ici réellement. Je me sens mal et tout. Donc, mon frère, il a plus rien à faire là. Donc, je pars en Espagne. Mon frère, il part en Espagne. Moi, la famille, moi, ça m'a détruit. Mais littéralement. Parce que c'était inconsciemment mon seul espoir que j'avais. Et ça m'a cassé en deux. Frère, ça m'a cassé en deux. Que mon frère, il parte, ça m'a tué. Mais vraiment. Je me souviens parfaitement que ça m'avait tué. J'avais jamais autant pleuré. Mais vraiment. Et, et quand il est parti, c'est quand j'ai vraiment commencé à tomber dans un puits profond. Et, la famille, j'étais vraiment mal. Mais vraiment mal. Il y avait personne qui pouvait me dire rien du tout. Je m'étais fait virer du boulot. Je m'étais... en fait, j'étais comme un chien qui avait la rage. J'étais comme un chien qui avait la rage. La définition d'un chien qui a la rage, pareil, frère. Jusqu'à que je perds tout. Jusqu'à que je perds tous mes amis, que ma famille ne veut plus me parler, que je me bats. Mais quand je vous dis je me bats, c'est littéralement une bagarre à quelque chose qui n'avait pas de sens avec ma soeur, tu vois. C'était hors de moi. Moi, j'étais hors de moi. Je l'ai insulté, je lui ai crié dessus. Hors de moi, frère, hors de moi. Et c'était plus moi, la famille. C'était plus moi. Et quand j'ai tout perdu, il me restait qu'une seule chose et c'était mon frère, que d'ailleurs j'avais trahi, parce qu'il m'avait fait lui jurer que j'allais pas toucher sa moto qu'il avait laissée en France, que je devais lui vendre. Moto de 13 000 euros, d'accord? Et que littéralement j'ai fait plus de kilomètres avec cette moto que lui, il en a fait. Donc, quand il l'a su, bah, ça a été une catastrophe, d'accord? Pour notre relation, pareil, ça a été une catastrophe. Et du coup, la seule personne qui me restait un petit peu, c'était mon frère. Et un soir, il m'appelle et il me dit, non, Alex, machin, tu,
t'es parti en couille, frère, tu m'as abandonné, tu m'as trahi, tu m'appelles que pour ce qui t'intéresse, tu ça, donc c'est mort, c'est fini entre nous, tu vois. En mode, t'es mon frère, je t'aime et tout, mais on n'est plus ses amis, ses alliés, ses mains dans la main qu'on était avant. En mode, c'est fini ça, tu vois. Et pile à cet appel-là, il a un accident. Il a un accident que moi je pensais qu'il était mort, d'accord, au téléphone avec moi. Moi je pensais qu'il était mort au téléphone avec moi, donc à la fin, non, il n'était pas mort, d'accord. À la fin, c'était un cheval qui a traversé la route et qui, lui, il était à 90 km/h, 100 km/h, sous la pluie, un cheval qui traverse la route. Donc vous pouvez vous imaginer le film, d'accord, il s'est mangé le cheval, mais de plein face, hein, en mode il s'est mangé le cheval complet. Et, et ça a été un miracle d'ailleurs, parce que normalement, ces accidents-là, toi tu tapes sur les pattes de l'animal et l'animal il rentre dedans, et en fait il tue la personne. Mais mon frère il l'avait mal vu, d'accord, et le fait de mal le voir, ça a fait toute une série de choses que ça a fait qu'en fait il s'est pris l'animal en mode il l'a pris comme ça, tu vois, l'avant du fourgon, mais en mode à gauche. Donc il l'a pris comme ça et ça a tapé sur le menton, d'accord, et le menton ça a fait que l'animal, il se casse en deux et mon frère il meurt pas. Donc, mais il était mal parce que il était défoncé, frère. L'accident, il a été gros, tu vois. La tête tout enflée, tout. Voilà. Moi, ça m'a fait quoi? Ça a fait que je sorte de France. Ça a fait que je sorte de là où j'étais, de la bouche du loup où j'étais, et que je vienne en Espagne. Bien sûr, je suis venu en Espagne cash, tu vois. J'ai pas demandé l'avis à personne. Quand je suis arrivé en Espagne, eh, ça a été arrivé en Espagne. Et cette fille, elle m'a tapé une crise brutale parce que soi-disant, je l'ai laissée seule, que je sais même pas ce qu'elle m'a raconté comme dinguerie. Tu sais, ça m'a tellement dégoûté, mais tellement dégoûté, que j'ai même pas répondu. Et j'ai vite compris qu'en fait, c'était le Seigneur qui m'avait sorti de là pour que je prenne une décision, d'accord? Cet accident, ça a été le 18 janvier. Le 1 janvier, le jour de Nouvel An, moi, j'étais bourré, en train de fumer une clope et en train de dire à une personne que moi, cette année-là, j'allais retourner en Espagne. J'étais dans des études, avec un boulot, avec une relation, dans la merde. Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai dit que cette année-là, j'allais retourner en Espagne. Et ça a été une vérité. Je suis retourné en octobre. D'accord? Là, je vous fais un petit peu de spoiler, mais... Donc, mon frère, moi, cette semaine-là, ça a été une semaine... ça a été la semaine qui a changé ma vie, d'accord, la famille? C'est pour ça que je vous la raconte avec autant de précision. Ça a été la semaine qui a changé ma vie. Je descends en Espagne et mon frère, on a eu une conversation que littéralement c'était le Seigneur qui parlait. Et pile, quand on a fini la conversation, moi j'étais déjà convaincu que j'allais quitter cette fille et que j'allais commencer à reprendre ma vie en main. Et pile, il me dit comme ça, il regarde le frigo, il dit putain, tiens. Et il prend une note du frigo, que c'était une feuille d'une Bible. C'était une feuille d'une Bible et il n'y avait qu'un proverbe de marqué dessus. D'accord? Proverbe 14-15. Et ça dit un truc comme ça. Je ne sais pas de mémoire en français, mais ça dit un truc comme ça. En gros, celui qui est aveugle, il ne sait pas où il marche, tu vois. En gros, celui qui est aveugle, il croit tout. Le simple croit tout, mais le prévenu fait gaffe où il marche, en gros, tu vois. Et c'était un mouton avec deux chemins, tu vois, avec le chemin de la mort ou le chemin de la vie. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais le mouton et je devais choisir quel chemin je voulais prendre. Dieu, il m'avait sauvé. Dieu, il m'avait sauvé, il m'avait sauvé la vie, d'accord? Moi, je savais très bien. La famille, moi, j'étais foutu. Moi, j'allais lui faire un gosse dans pas longtemps. Je sais très bien que ça allait partir en couille, que ma famille, moi, j'étais foutu. Ma vie, elle était foutue, d'accord? Moi, je me voyais littéralement dans la vie que je voulais pas. Et surtout, elle commençait à réellement savoir comment me sortir de mes cases. Moi, je commençais à devenir très violent. J'avais même cassé une porte. Je, je, je suis plus du tout cette personne, d'accord? Mais moi, c'est ce que j'ai vu à la maison de petit. On a toujours été très violent. Et du coup, moi, j'avais même cassé une porte. Je me souviens, j'avais mis un coup de poing, j'avais cassé une porte. Mon poing, il a traversé la porte. Et, et, et j'ai pris le chemin de la vie, la famille. J'ai pris le chemin de la vie. J'ai commencé à m'aimer. J'ai commencé à faire du sport. J'ai commencé à ci, à ça, d'accord, la famille. Et une chose derrière l'autre, ça a mené à que
Un jour, je me suis réveillé et je me suis dit, je dois partir d'ici. Moi, je ne fais plus partie d'ici, d'accord? Je me suis réveillé, j'ai tout quitté, mon boulot, mes études, à 2 mois de les finir, tout. Et j'ai demandé l'avis à personne, bien évidemment. Quand j'étais en train de partir, que littéralement, je sais pas, littéralement une semaine avant de partir, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit, maman, on habitait ensemble, hein, mais on se voyait très peu. Je lui ai dit, maman, je pars en Espagne. Quoi? Machin, mais t'es fou ça? vous comprenez bien. Et je lui dis, mais maman, mais je te demande pas ton avis, juste je suis en train de te prévenir, tu vois. Je suis pas en train de te demander si t'es d'accord ou pas, je suis juste en train de te prévenir. Donc, au cas où. et, et du coup, bah, la famille, c'est quand j'ai tout quitté, que je suis venu en Espagne et que j'ai commencé à suivre la voie de Dieu et que, à jour d'aujourd'hui, je me retrouve dans cet endroit brutal, d'accord? Dans cet endroit brutal, un dimanche matin, avec 20 ans que je viens d'avoir, avec une entreprise, avec une maison à la plage, avec tout ce que quelqu'un de mon âge pourrait rêver réellement. D'accord? Et la famille, l'histoire, elle vient que de commencer. L'histoire, elle vient que de commencer. Mais pour finir, ceux qui ont vu jusqu'à là, déjà, machine, parce que la vidéo, elle a été, j'ai parlé tout mou, tu vois. Donc je comprends que ça a été un petit peu long. Mais ceux qui sont restés jusqu'à là, je veux juste vous dire que dans la vie, faut pas pinailler, d'accord? Dans la vie, il faut pas pinailler, il faut toujours chercher sa meilleure version. Il faut toujours chercher à améliorer. Il faut toujours chercher à poursuivre ses rêves, d'accord? Tout ce qui nous retient, il faut le virer. On ne doit pas être attaché à rien du tout, d'accord? On doit être attaché à rien du tout. Moi, si je venais pas en Espagne, c'est parce que j'étais attaché à cette fille et je lui disais, je suis en train de arrêter mon rêve de partir en Espagne pour toi, d'accord? Moi, je lui disais, je me souviens parfaitement. Et ce que vous devez faire, la famille, c'est tout simplement suivre votre voie, d'accord? Vous devez suivre cette voie, la famille. Et vous devez suivre cette intuition, d'accord? Moi, j'ai suivi cette intuition et ça m'a ramené jusqu'à là. Mais qu'à 20 ans, je sois ici avec une entreprise, ce n'est pas une coïncidence. C'est parce que je bosse plus que personne. C'est parce qu'à partir du moment où je me suis rendu compte comment elle marchait la vie, j'ai été remerciant, hyper remerciant, d'accord? Moi, quand j'étais en France avec mon boulot, que je voulais plus être en France et que je voulais plus faire ces études, d'accord? Moi, j'ai quand même fait, je donnais quand même mon 100% dans les études, je donnais quand même mon 100% dans le boulot, d'accord? Le boulot, il ne pouvait pas être plus content de moi, mais littéralement, etc. Donc, l'important, c'est d'être remerciant avec tout ce qu'on a à la famille, mais de s'arrêter pas. De s'arrêter pour rien du tout, d'accord? Si tu as un rêve, poursuis-le, parce que c'est le chemin. On est venu dans ce monde pour expérimenter. On est venu dans ce monde pour suivre cette voie. On n'est pas venu dans ce monde pour avoir un boulot pendant toute une vie et partir à la retraite et mourir, parce que dès que tu pars à la retraite, c'est ta mort, d'accord? Dès que tu arrêtes le boulot, c'est ta mort. Donc, on n'est pas venu dans cette planète pour avoir un boulot. On est venu dans cette planète pour accomplir une mission et pour vivre en propos, d'accord? Et quand tu travailles en propos, c'est pas un boulot, d'accord? C'est juste incroyable de travailler en propos. Même si tu n'as pas envie, tu le fais, d'accord? Moi, j'avais pas envie de filmer cette vidéo ce matin, j'étais tout mou, j'étais tout machin, mais je le fais quand même avec tout le plaisir du cœur, d'accord, la famille? Toute la gloire, elle est à Dieu, qu'à jour d'aujourd'hui, je suis là, c'est clair. Toute la gloire, elle est au Seigneur, qu'à jour d'aujourd'hui, moi, avec 20 ans, je peux vivre cette expérience. Mais on a toujours deux choix dans la vie, d'accord, la famille? Dieu, s'il nous a fait d'une façon, c'est libre. Il nous a fait libre, d'accord? Donc Dieu, il te dit là où c'est que tu dois aller, mais c'est ta décision d'aller ou pas. Et beaucoup prennent le chemin large, beaucoup prennent le chemin de ne pas y aller. Beaucoup prennent le chemin de se laisser guider par leur peur et par leur logique. Beaucoup prennent le chemin de la logique, sauf que de la main de Dieu, il y a zéro logique. De la main de Dieu, c'est que des plans fous qui vont te ramener à une vie folle et qui vont te ramener à faire des choses folles, que le monde il va être contre toi et que ça va être quelque chose de brutal. Mais ça va être travaillé depuis l'amour, d'accord? Ça va être travaillé depuis la foi, d'accord? La foi, c'est la chose la plus importante que vous devez avoir. Donc la famille, j'espère que cette histoire, elle a pu vous tilter dedans, d'accord? Parce que j'ai quand même vécu beaucoup de choses et peut-être que ça peut faire voir quelqu'un la lumière. Peut-être que ça peut faire voir quelqu'un que c'est possible en venant de rien, d'accomplir des grandes choses. Je vous dis que ça vient que de commencer. Je vous dis que la famille, ça fait que quelques mois que j'ai commencé cette entreprise. Ça n'a pas de sens où je vais être dans quelques mois, d'accord? Je vous le dis déjà. Ça n'a pas de sens où je vais être dans quelques mois, d'accord? Il y a des choses qui viennent, d'accord, la famille? Il y a des grandes choses qui viennent, je peux vous l'assurer.
Il y a des grandes choses qui viennent. Donc, hey, j'espère que cette histoire, elle ait pu vous motiver, vous aider, vous allez faire vers le haut, d'accord? Vous savez très bien, en description, vous avez Instagram, TikTok, tous mes réseaux sociaux. Si vous voulez accéder à l'académie, si tu n'es pas encore élevé dans l'académie, que tu veux accéder pour changer toute ta vie, d'accord? Dans l'académie, je travaille quoi? Je travaille pour accomplir, pour réussir à avoir ta meilleure version physique, mentale et spirituelle, pour faire comme moi j'ai fait littéralement, d'accord? Pour commencer à tellement t'aligner que tu puisses suivre ses propos, que tu puisses construire cette vie qui va accomplir tes désirs, que tu sois de la main de Dieu, que tu te sentes plein, d'accord? Réellement, c'est que ça que je travaille dans l'académie, c'est l'être, d'accord? Parce que l'être construira l'avoir, d'accord? Toi, les résultats que tu as dans ta vie actuellement, c'est de la personne que tu es littéralement, il soit bon ou il soit mauvais, d'accord? C'est à cause de toi. Donc en changeant l'être, en changeant ta façon de penser, on changera les résultats de ta vie. Et c'est ce que je travaille dans l'académie, d'accord la famille? J'améliore, je vous améliore à 100%, littéralement, au plus que moi je puisse vous donner. Donc, hey la famille, je vous aime, que Dieu vous bénisse énormément. J'espère que cette vidéo, elle vous a fait kiffer. Et hey, ça c'est mon histoire. Maintenant, à toi de raconter la tienne. Ciao la famille!